Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce deuxième épisode de Sur ce, bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte, Raphaël, en compagnie de mes trois co-animateurs, Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, nos sujets. Tout d'abord, pour la rubrique sport, nous allons parler du fameux ménage à trois du Canadien, que personnellement j'aime beaucoup appeler le trip à trois du Canadien. Et ensuite, pour la rubrique faits divers, nous allons parler de la trilogie Batman faite par Christopher Nolan. Donc tout d'abord, le ménage à trois du Canadien. Qu'est-ce que c'est pour les gens comme moi qui s'y connaissent très peu en sport? Eh bien, en résumé, c'est une situation qui date du dernier camp d'entraînement du Canadien en été 2023, où il y avait 3 joueurs potentiels pour le poste de gardien de but, qui sont messieurs Samuel Montembeault, 27 ans, Jake Allen, 33 ans, et finalement Cayden Primeau, 24 ans. Mais, au final, le tricolore n'a pas été capable de garder 2 des 3 potentiels joueurs pour le poste de gardien de but, et à la place a décidé de garder les trois joueurs pour le poste de gardien. Et donc, depuis, le Canadien de Montréal se retrouve avec 3 gardiens de but dans leur équipe. Cette situation s'est déjà vue quelques fois dans le passé. Tout d'abord avec M. Richard Sévigny en début 1970 et début 1980. D'abord, il était en ménage à 3 avec M. Michel Larocque et Denis Héron. Et ensuite, il était à nouveau en ménage à 3 avec Denis Héron, mais cette fois-ci avec Eric Wamsley. Une deuxième fois, ça a été vu avec Steve Penney durant la saison de 85 à 86, où il était avec Patrick Roy et Doug Soutert. Donc, voici mon résumé bref sur la situation du ménage à 3 du Canadien. Et maintenant, je vais laisser la parole à Étienne, Jérémy et Chloé, qui connaissent beaucoup plus sur le sujet. Ben moi, honnêtement, je trouve ça ridicule. Comme, moi, je fonctionnerais avec 2 goalers. On a vu dans le match précédent, Primo, qui a affronté contre l'Ottawa. Ça a été très catastrophique, honnêtement. Mais moi, j'échangerais Jake Allen, parce que Primo, il est jeune, on va le laisser un peu de chance. Allen, depuis qu'il a reçu la Coupe Molson, je trouve que il a baissé un peu. Puis Montembeault, on vient de le signer 3 ans, donc moi, je le garderais. Puis je le trouve très, très bon. Peut-être ce soir, contre Boston, ça marche pas trop, mais ça arrive des games. Boston, c'est pas n'importe qui, Boston. Mais ouais, c'est ça. Puis en plus, en ce moment, Allen a joué 15 matchs, Primo en a joué 9, et Montembeault en a joué 19. Donc on voit très bien que Montembeault va vers le gardien numéro 1. Mais moi, je changerais Allen, comme je dis, donc je mettrais Primo le numéro 2. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, j'aimerais parler de Samuel Montembeault, justement. Je trouve que cette année, depuis la victoire contre les Rangers de New York, en fusillade, on a vu un Montembeault complètement nouveau. Un Montembeault qui fait des arrêts importants pour son équipe, qui est capable de garder la cage intacte, dont son superbe arrêt contre Mika Zibanejad en fusillade. Ça montre que c'est un goaler qui est capable d'être présent lorsque le temps vient pour un goaler d'être présent. Parlons des stats un peu de Samuel Montembeault. Cette saison, on a 10 victoires, 6 défaites et 4 défaites en temps supplémentaire pour une moyenne d'arrêt de 9-10. Ce qui est quand même assez bon pour un gardien qui joue pour les Canadiens, considérant la saison pas très facile qu'on a. Et en carrière, on a déjà dépassé les 100 victoires avec 108, 43 et 51 de moyenne. Toutefois, si j'arrive à Jake Allen, c'est vraiment pas la même game. À ces 15 derniers matchs, on a un record de 5 victoires, 8 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire, excusez-moi. Puis quand tu compares ça à Samuel Montembeault, honnêtement, je vois pas un potentiel à garder Jake Allen. Donc je suis d'accord avec toi, Chloé, pour répondre à ta question, mais je considère pas que Jake Allen a un potentiel pour rester avec le Canadien. Faudrait faire un échange, définitivement, pendant la période de transaction, qui s'en vient dans quelques mois. Mais sinon, Jake Allen, honnêtement, pas un élément à garder.
On parle qu'on a 3 goalers, que c'est pour le développement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pour développer Kaden Primo, c'est pour aider Montembeault. Mais je veux dire, je crois que, et on le voit avec les résultats, puis avec ce qu'on a sur la patinoire cette saison, un ménage de 3, ça fonctionne pas. Premièrement, Allen, moi je crois que la meilleure chose à faire, comme Chloé a dit, c'est de l'échanger. Je pense que Jake Allen, son temps est fait avec Montréal. Écoute, dans toute sa carrière avec Montréal, il a joué 121 parties. Il a seulement que 40 victoires. Je veux dire, c'est pas une très bonne moyenne. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est là, Jake Allen. Faut se rappeler, à la base, lui, il est arrivé à Montréal pour être le deuxième à Price, quand Price était encore en santé. Puis finalement, Price est tombé blessé et vraisemblablement, il reviendra pas de cette blessure-là. Fait qu'on a décidé d'aller chercher Samuel Montembeault en pensant que Jake Allen serait capable de pourvoir le poste de numéro 1. Mais ça n'a jamais été vraiment concluant. Puis comme Jay a dit plus tôt, je trouve vraiment que Samuel Montembeault, c'est vraiment beaucoup d'amélioration depuis les 2 dernières saisons. On se rappelle quand il est arrivé de la Floride, on n'était pas très sûr de ça être quoi son rôle avec l'équipe. L'an passé a été un peu plus présent, ça a été quand même difficile sur certains moments, surtout au début de la saison, ça a été compliqué. En fin de saison, ça a été beaucoup mieux. C'est là vraiment qu'on a vu qu'il y avait un réel potentiel avec lui. Puis cette année, on le voit, malgré qu'encore une fois, c'est une saison difficile pour le Canadien, Montembeault, c'est un des joueurs qui, selon moi, sort le plus gagnant et le plus méritant cette saison avec ses belles performances. Pour ce qui est de Kaden Primo, moi je pense que Kaden Primo, c'est un peu comme un cas Jake Allen, seulement en plus jeune. Kaden Primo, pour moi, je pense pas que c'est un gardien qui peut être un gardien d'avenir chez le Canadien. Peut-être numéro 2, peut-être bien, mais je veux dire, ça fait longtemps que Primo est là, lui. Ça fait 5 ans qu'il est avec le Canadien, et puis il a seulement joué 31 matchs en 5 ans. Je veux dire, en carrière, son palmarès, c'est 7-17-3. Tu sais, on s'approche des séries éliminatoires qui vont commencer dans à peine 3 mois. Puis, en série, il faut un goaler. Je dis pas que le Canadien, ses chances de faire les séries sont extrêmement hautes, mais si on regarde n'importe quelle autre équipe dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, absolument toutes les équipes ont un goaler principal. Si on parle de Vancouver, on a Thatcher Nemko. Si on parle du Lightning de Tampa Bay, on a Vasilevski. Si on parle des Penguins de Pittsburgh, on a Tristan Jarry. Il y a toujours un goaler principal dans chaque équipe. Mais on dirait que le Canadien, on n'est pas capable de se décider sur une transaction ou donner un rôle principal à un goaler. Parce que ça va être primordial dans l'avenir. Je dis pas que les séries, si jamais on les fait, ça va être des séries magistrales. Parce que un des trucs en série éliminatoire, c'est d'avoir des gros gars. Puis le Canadien n'a pas de gros gars en tant que tel. Oui, on a des Josh Anderson puis des Michael Pezzetta qui peuvent brasser la cage un peu, ou des David Savard, mais on n'a pas ça encore à Montréal. On n'a pas d'éléments de série éliminatoire, puis on n'a certainement pas les goalers qualifiés. Fait moi, je trouve que Samuel Montembeault, faut mettre absolument tous nos espoirs là-dedans pour, premièrement, avoir une place en série éliminatoire, si c'est pas cette année, l'année prochaine. Et il faut voir ce qu'on a avec ça, parce que moi, je mets tous mes espoirs puis toute ma confiance en Samuel Montembeault et à la limite Kaden Primo comme numéro 2. Si je peux dire quelque chose sur le ménage à 3, ben je dirais c'est peut-être une mauvaise idée parce que déjà de base, je peux comprendre que tu veuilles avoir deux joueurs en tant que gardien. Au cas où l'un des deux soit blessé, tu veux quand même avoir un gardien en backup. Mais dans le cas de troisième gardien, ça complique un peu les choses parce que si t'en as un qui est bon, ben je veux dire, si t'en as un qui est très bon puis un autre qui est presque aussi bon que tu gardes en backup, ben le troisième devient un peu irrelevant.
il n'y a pas vraiment de point à avoir au troisième gardien si t'en as déjà deux qui sont très bons à leur travail. Ben, je dirais, comme Jérémy l'a dit, t'es pas vraiment capable de donner le rôle principal à qui que ce soit quand t'en as trois. Quand t'as 3 goalers, il y en a toujours un qui joue pas beaucoup pour sa saison. Comme c'est pas assez. Tu peux pas avancer si tu joues pas assez. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, dans le cas du Canadien, on voit ça de même. Là. Mettons, Jake Allen, il est dans le net pendant une partie, puis t'en mettons Samuel Montembeault sur le banc. Puis que Kevin Primo, tu ne le vois pas dans l'aréna. Lui, il est déjà, mettons que le prochain match est à Tampa Bay. Il est déjà à Tampa Bay, puis il est en train de s'entraîner, puis il est tout seul dans sa chambre d'hôtel. Là. Puis c'est vice-versa pour chaque goaler. Donc c'est un peu... je dirais que c'est un peu un cercle vicieux, ce fameux ménage à trois-là. Là, parce que t'en as toujours un qui est parti à l'autre bout, puis t'as les deux autres goalers, un dans le net, un sur le banc. Faut être constant dans une équipe. Faut être absolument constant. Puis pour le Canadien, autant au niveau de l'équipe, autant au niveau des goalers, ça ne marche pas. Il faut être constant quand tu joues dans la Ligue nationale. Moi, je pense que cette histoire-là, que le goaler qui va jouer la game prochaine est pas à l'aréna en même temps que l'équipe joue. Prends exemple du match contre Ottawa. Samuel Montembeault n'était pas là. Il était pas à la game. Il était déjà à Boston, lui, en train d'attendre l'équipe. Je sais pas qui prend ces décisions-là, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas très très réfléchi. Je trouve que pour une cohésion d'équipe, puis surtout si t'es 3 goalers, t'as besoin de réconfort entre les 3. Ça doit pas être très facile de cohabiter avec 2 autres gardiens qui veulent ta place pour la job de numéro 1 dans la Ligue nationale. C'est quand même tough. Non, c'est sûr. Puis est-ce qu'on peut parler du rôle de Martin Saint-Louis dans ces décisions-là? Parce que je pense que c'est lui qui fait l'alignement, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose que Jeff Molson en haut veut? Est-ce que c'est Ken Hughes qui veut ça? Tu sais, il y a des grosses questions qu'il faudrait poser à ceux qui sont en haut, là. Mais je veux parler de Martin Saint-Louis un instant. Dans la défaite contre Ottawa, justement, quand il était en entrevue de l'après-match, je sais pas, j'ai pas l'impression que Martin Saint-Louis est en confiance. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous trouvez que Martin Saint-Louis, c'est un coach en confiance? Autant au niveau de l'équipe, mais là, on parle surtout de niveau gardien de but, niveau défensif. Ben moi, je trouve qu'il y a des ups and downs. Comme, moi, je fais confiance en lui. Je trouve que c'est un très bon coach parce que ça fait quelques semaines qu'il y a beaucoup, beaucoup de progression. Fait que je vois qu'il travaille sur son équipe, il travaille sur ses jeunes, et vu que ses jeunes évoluent, comme Slav, je lui fais confiance, mais il y a beaucoup d'ups and downs. Comme en ce moment, le match Canadien-Boston, c'est 9-4, donc... Ouais. Moi, je pense qu'il manque de réaction. Autant quand tu vois qu'il y a une victoire, comment il est content derrière le banc, il saute partout, très heureux. Autant quand il y a une défaite, c'est toujours les mêmes réponses qu'il donne. On s'est pas présenté, on n'était pas prêt. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire des trucs de même. Faut que tu sois prêt, faut que tu sois préparé. Je veux dire, il manque un peu de John Tortorella en lui. Un petit truc qui allume les trucs, tu comprends? C'est sûr. Puis tu sais, on connaît tous John Tortorella, à quel point il a pas la langue dans sa poche, là. Je pense qu'il en faudrait un, tu sais, pour, mettons, ramasser un journaliste un petit peu ingrat. Ouais, tu sais, mais pas y aller trop fort non plus, mais Ouais, juste mettre un peu d'épices dans tout ça, un peu. Ouais, absolument. C'est ça, mais je trouve que c'est ça qu'on manque à Montréal. C'est ça qui me manque à Montréal. Un gars pour un peu, tu sais, brasser la cage, un peu, tu sais, donner un peu un wake-up call. Je vois Martin Saint-Louis en entrevue, il a l'air très neutre. Il a pas... tu sais, je pense, mettons, à Guy Carbonneau, quand il y a eu une défaite du Canadien dans le temps où il était coach. Tu sais, il a dit, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Tu sais, il faudrait que Martin Saint-Louis dise ça à ces gars. Vous êtes pas bon, vous étiez poche à soir. Améliorez-vous parce qu'on va pas aller loin comme ça, là. Puis je pense qu'on peut le voir dans la défaite de ce soir, là, contre les Bruins. L'équipe ne se présente pas. Je parlais de constance tantôt. Il faut une équipe qui soit constante. Par exemple, le match qu'on a joué contre l'Avalanche il y a quelques jours, on a été constant, puis on a eu une belle victoire, une très belle victoire. Contre le New Jersey aussi, ça a été une belle victoire parce qu'on a été constant. Là, ça fait 2 matchs là, que c'est extrêmement difficile niveau constance, niveau confiance aussi. Puis j'aimerais ça voir un Martin Saint-Louis réagir à ça.
réagir à tout ça. Puis je vais continuer sur les coachs. Parce qu'on a un nouveau coach à New York, justement, Patrick Roy, parlant d'un excellent goaler, le 3e goaler le plus victorieux de tous les temps. Patrick Roy, qui a d'ailleurs été coach de son ancienne équipe, l'Avalanche du Colorado. Puis lui aussi, c'est un style très, un style très grivois de coach. Un style très grivois de personnage. Donc, j'aimerais ça entendre vos commentaires sur l'ajout de Patrick Roy aux Islanders de New York. Moi, je pense que ça peut être bon dans un sens, comme ça peut être mauvais aussi. Patrick Roy, c'est souvent... Son style de coaching, c'est souvent sur l'offensive plus que la défensive. Puis on sait tous que les Islanders, leur style de jeu, c'est ça depuis longtemps. Puis tout le monde dit que les Islanders, c'est plate les voir jouer des fois. Parce que leur style de jeu, c'est simplement défensif. Je crois que pour moi, Patrick Roy, la seule façon pour lui d'avoir vraiment du succès avec les Islanders, s'il reste là pendant un certain nombre d'années, c'est vraiment que l'organisation lui permette à lui de briser un peu ce système de jeu défensif des Islanders qu'on leur connaît, puis vraiment d'apporter une nouvelle dimension de jeu, plus offensive si on veut. C'est sûr, surtout avec un Lou Marioliello qui est en haut, là, qui lui a connu une équipe très défensive aussi. Non, effectivement. Puis tu sais, il faut pas oublier, en 2013-2014, là, la première saison de Patrick Roy avec l'Avalanche, c'est lui qui a gagné le Jack Adams pour le meilleur coach. Donc, capable de faire des belles choses quand même. Faut juste falloir que les joueurs le suivent dans ses démarches et l'organisation aussi. C'est sûr, mais si on regarde sa carrière avec les Remparts de Québec, on parle de 13 ans de carrière, 524 victoires. C'est un excellent record. Puis Patrick Roy est définitivement, un candidat facile au Jack Adams avec beaucoup de confiance en lui. Et pour faire un petit parallèle sur Kaden Primo en comparaison, comme Étienne l'avait dit, en 5 ans, il a juste joué 31 matchs. 31. C'est fou. Ça te montre à quel point Kaden Primo, il est sous-utilisé. Puis ça démontre cette si petite quantité de matchs joués en 5 ans montre un peu à quel point l'idée d'un ménage à 3, c'est pas une bonne idée en fait. À quel point c'est nocif. Puis moi, pour le Patrick Roy, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que ça faisait quand même 4 défaites de suite. Donc, tout le tout, on espère que ça va changer pour Patrick Roy. Juste pour finir sur Jake Allen, ensuite on va poursuivre avec notre deuxième sujet. Jake Allen, ça serait une bonne affaire de transaction pour des équipes qui chercheraient un deuxième gardien, ou même s'ils voudraient essayer de relancer Jake Allen puis ils espéraient qu'il devienne leur gardien numéro 1. Tu sais, Jake Allen, c'est un contrat de 2 ans qui lui reste. Donc cette saison, puis la saison prochaine. Puis la saison prochaine, son salaire va diminuer, il va passer de 3,9 à 2,3 millions, avec un cap hit de 3,8. On sait aussi que le cap salarial va monter d'à peu près 4 millions, si ma mémoire est bonne, pour la saison prochaine. Donc ça pourrait être intéressant pour une équipe qui a besoin soit d'un deuxième gardien vétéran, vraiment pour sécuriser. Je pense un peu peut-être à Buffalo, qui Devon Levi, très jeune, ou Kopeka Lekonen, très jeune aussi. Des équipes comme ça qui ont des jeunes gardiens numéro 1 en provenance, puis pour aider vraiment à stabiliser en arrière. Est-ce que les Leafs de Toronto, ça peut être un contender pour un gardien comme Jake Allen? Ben écoute, si Joseph Woll finit par revenir de sa blessure, parce que c'est quand même une blessure, si ma mémoire est bonne, c'est au genou. Joseph Woll au genou, donc ça peut être très long. Mais s'il revient en santé l'an prochain, puis que les Maple Leafs décident d'aller chercher Jake Allen, ce serait une possibilité. Le seul truc, c'est que pour le moment, Martin Jones fait un bon travail quand même chez les Leafs. Donc ça sera à vérifier, mais de toute manière, moi je pense que Samsonov du côté des Leafs, il ne reviendra pas l'année prochaine. Fait que, surtout avec la saison absolument désastreuse qu'il y a cette Donc ça verra, mais pour les équipes, je suis sûr que Jake Allen c'est une très bonne option, puis je suis sûr qu'il y a plusieurs équipes en ce moment qui contactent Ken Hughes pour savoir si Jake Allen est disponible. Très bien. Et maintenant, passons au deuxième sujet de cet épisode, la trilogie Batman de Christopher Nolan.
Bon, déjà pour commencer, cette trilogie que plusieurs qualifieraient de légendaire apporte le personnage de Batman dans le monde moderne. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'aspect fantasy, il n'y a pas des personnages comme, disons, Poison Ivy ou bien Solomon Grundy, qui est une espèce de gros zombie à la Hulk. Non, ça se passe dans le monde moderne. Christopher Nolan apporte plusieurs personnages ennemis de Batman dans ses films, tels que Carmine Falcone, le chef de la mafia, le Joker, un des plus gros, l'ennemi juré de Batman, Ra's al Ghul aussi, le chef de la Ligue des Ombres, qui s'appelle la Ligue des Assassins dans les comics et qui sert de mentor à Batman, c'est lui qui l'entraîne. Il y a également Bane, qui n'utilise pas le stéroïde Venom, mais qui est en fait un mercenaire physiquement extrêmement fort, incarné par Tom Hardy, dont ce doublage de Bane a été juste immortalisé sur le net en tant que memes. Même le dessin animé Harley Quinn rit un peu de ça, mais c'est tout de même une performance incroyable. Pareil pour Liam Neeson qui joue Ra's al Ghul avec panache. Et il y a aussi un autre personnage, Jonathan Crane, dit Scarecrow, l'épouvantail, qui apparaît dans le premier et le dernier film. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la modernisation du Chevalier Noir. Parce que Batman est apparu environ dans les années 40-50 dans les comic books. Puis c'est vraiment dans les années 60 qu'on a commencé à le voir sur le petit écran dans la série Batman, qui a été bien sûr une série plus pour, je dirais plus enfant, parce que tu sais, c'est une série basée sur des comic books, fait qu'il fallait mettre ça un petit peu plus jeunesse. Batman dans cette série-là, aux côtés de Robin, tu sais, disons que dans cette série extrêmement populaire, surtout avec la fameuse chanson thème que tout le monde a sûrement déjà entendue, Batman, c'est probablement la personne la moins low profile de tous les temps. C'est juste un Bruce Wayne qui se déguise en chauve-souris et qui parle. Vraiment, Batman travaille pendant le jour dans cette série. J'ai toujours trouvé ça très drôle. Fait que ça a été évidemment immortalisé par l'acteur Adam West. Puis dans les années 80 est né le Batman de Tim Burton dans le film Batman, qui a été incarné par Michael Keaton. Et on s'est viré vers un Batman qui a été beaucoup plus comic book, beaucoup plus sombre. Les thèmes de ce film sont extrêmement sombres. La couleur est sombre. Et évidemment, il y a Michael Keaton qui incarne Batman et la première interprétation du Joker par Jack Nicholson qui était absolument fantastique. Ça l'a amené un Batman, des thèmes beaucoup plus violents. Il y a beaucoup de violence dans ce film-là. Pour un film des années 80, je dirais que c'est assez gory. Après ça, tu as eu les Batman, le Batman incarné par Val Kilmer, un Batman incarné par George Clooney qui a complètement détruit le mythe du Chevalier Noir jusqu'à son introduction dans Batman Begins de Christopher Nolan. Pardon, Jérémy, le Batman incarné par Val Kilmer, c'était dans quel film celui-là? Ça, c'est Batman Forever qui a été réalisé par Joel Schumacher, qui est un directeur très, très, très détesté. Parce que justement, il a amené Batman dans une espèce de... Il a amené un Batman goofy. Et ça, c'est ce que les fans ont vraiment détesté de Batman Forever et de Batman et Robin. Un Batman très goofy, on a beaucoup ri des fameux tétons de Batman qui ont été affichés. C'est très drôle, dit comme ça. Puis le fameux rôle de Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze. Mais tu sais, c'est un Batman très goofy qui a été très niaiseux. Quand Christopher Nolan a fait le premier Batman Begins en 2004, si je ne me trompe pas, ça l'a amené justement un Batman moderne, mais un Batman qui est pris au sérieux. En effet, merci pour cette précision, Jérémy. Et d'ailleurs, Christopher Nolan, 2 trucs qu'il a apportés à sa version de Batman. Numéro 1, le fait que Bruce Wayne a peur des chauves-souris. Donc, de base, dans les comic books, la manière dont Bruce Wayne finit par adopter le symbole de la chauve-souris est qu'après une première tentative de bagarre contre des criminels qui lui pètent la gueule essentiellement, une chauve-souris finit littéralement par passer à travers sa fenêtre, ça défonce sa fenêtre
Et sur le coup, Bruce Wayne décide, ok, je vais prendre ça comme mon symbole. Alors que dans le film de Christopher Nolan, dans Batman Begins, c'est parce que Bruce Wayne adopte le symbole de la chauve-souris parce qu'il en a peur. Parce qu'étant jeune, dans le film, il était en train de jouer avec son ami d'enfance, Rachel Dawes, qui est original au film, si je ne m'abuse. Et à un moment donné, il tombe dans un vieux puits où il se fait mal à la jambe. Mais dans ce même puits, il y avait une grosse colonie de chauves-souris et lui qui a atterri comme un gros boom, ça leur a pas trop plu. Alors ils ont décidé de lui faire un accueil assez violent et depuis, ça l'a traumatisé. Une autre chose que Christopher Nolan a apporté à Batman, c'est la raison pour laquelle Batman il a des espèces de crochets accrochés à ses brassards. C'est essentiellement des espèces de crochets pour bloquer des larmes. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il aurait des crochets au brassard. C'est un truc intéressant. Moi, ce que je trouve excellent, c'est premièrement l'acteur qui joue Batman. Christian Bale, je crois que de tous les films de Batman, ou de tout ce que a pu être Batman, que ce soit série télévisée, peu importe, je crois que Christian Bale, c'est celui qui incarne le mieux le rôle de Batman. Mais on peut parler longtemps du casting des films de Batman de Christopher Nolan. Cillian Murphy dans le rôle de l'épouvantail, Liam Neeson, comme tu as mentionné, Raphaël, dans le rôle de Ra's al Ghul. Mais on pourrait aussi parler de Michael Caine, qui incarne le fameux Alfred Pennyworth. Puis je pourrais parler longtemps d'Alfred, parce que c'est un Alfred, encore une fois, qui se différencie des autres films de Batman. C'est vraiment un réel mentor pour Bruce Wayne, un réel appui. Genre, sans Alfred, on réalise que Bruce Wayne n'aurait jamais réussi à faire tout ce qu'il a pu accomplir dans la série de Batman, ou dans le mythe de Batman, tout simplement. Donc, Michael Caine, qui est un acteur extrêmement connu, extrêmement talentueux, il a amené une facette d'Alfred qu'on voit beaucoup plus dans les films d'animation de Batman. Un Alfred beaucoup plus qu'on prend pas seulement comme un simple vieillard. On prend ça... Alfred Pennyworth est un réel allié. Il n'y aurait pas de Batman sans Alfred. Moi, je dirais que sans Alfred, rien n'est possible pour lui. Tu comprends? Je crois vraiment que Alfred, c'est un des personnages les plus importants dans Batman. Même, je dirais, un peu plus important que Batman. Parce que comme tu viens de dire, sans lui, il n'y a pas de Batman. Alfred, dans les films de Christopher Nolan, c'est un père d'adoption pour Bruce Wayne. Et que sans Alfred dans sa vie, Bruce Wayne serait devenu un membre de la Ligue des Ombres avec Ra's al Ghul, qui aurait potentiellement détruit Gotham. Il aurait une théorie selon laquelle le Joker serait en fait le rescapé d'une unité de bérets verts qui aurait été torturé, qui aurait été rendu fou après les traumatismes de quelconque combat qu'il a vécu. Et ce serait pour ça qu'il porte un maquillage de clown. C'est pas vraiment du maquillage, mais ce serait en fait un camouflage de militaire. Et d'ailleurs, la théorie a fait de bien parce que, d'un côté, quand le Joker est arrêté, Gordon, il dit au maire qu'ils ont rien sur lui, ils savent pas d'où il vient, ses empreintes disent absolument rien. Ses empreintes de ongles aussi, mais lui disent rien, ses vêtements, ils sont tous faits main. Il y a rien dans tout ce qu'il y a dans ses poches, c'est juste de la pluche ou des couteaux. Il trouve absolument aucun nom, rien du tout. Et aussi, on peut adhérer à cette théorie par rapport à la méthode aux méthodes que le Joker emploie dans le film. Par exemple, la séquence iconique dans le tunnel où il utilise un camion de pompier qui met en feu pour forcer le convoi qui transporte Harvey Dent dans le tunnel où ils les attendent en embuscade. Il y a aussi toute l'opération au début du film pour le braquage de la banque. C'est clairement tout fait précisément. Chaque personne doit tuer un autre et au final, le Joker finit par rappeler un autobus qui crache dans le mur de la banque et dont il se sert comme camouflage pour s'enfuir. Et aussi la séquence dans la prison où tu te rends compte que le Joker voulait se faire enfermer parce qu'il avait apporté un prisonnier avec lui où il avait mis un cellulaire explosif dans son ventre, dont il s'est servi de l'explosion pour s'enfuir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le premier dans Batman The Begin. C'est qu'on voit comment ses parents ils meurent. On voit toute son enfance, etc. Puis comme aussi,
j'aime aussi comment il se bat. Il se bat plus en arts martiaux que comme un super-héros. Il se bat plus comme un ninja qu'un super-héros, moi, je trouve. Je trouve ça le fun. Ben, je dirais même, Chloé, toute sa méthodologie s'est basée sur un peu sur un ninja. Comme dans la séquence où il s'attaque où il se bat contre les hommes de Carmine Falcone. Il s'occupe d'eux un par un, en attaquant des ombres, littéralement. Puis dans le deuxième film, je trouve que Joker, il fait vraiment peur. Comme, il est vraiment plus dark. Vraiment plus noirci, comme. On pourrait parler pendant des heures des acteurs qui ont joué dans la trilogie Batman, mais ce que j'aime surtout, c'est l'aspect narratif. Dans le premier film, Batman Begins, on voit le début de Batman, comment il s'est rendu au mode Chevalier Noir. Dans le film The Dark Knight, on voit l'aspect plus sombre du Chevalier Noir, on voit ses défauts, ce qui le fait peur, ce qui le rend faible, ce qui le ronge à l'intérieur. C'est vraiment le plus bas niveau où est-ce qu'on peut voir Batman parce qu'il est en train de tout perdre. Il est en train de perdre sa confiance, puis il est en train de perdre ses proches à cause du Joker. Alors que dans le troisième film, l'ascension du Chevalier Noir, le titre le dit, c'est l'ascension, c'est le retour des ombres, c'est le retour du guerrier, si on veut, c'est le retour du courage. Comme dans la fameuse scène dans la prison où est-ce qu'il grimpe le mur pour tourner à Gotham. En anglais, c'est Arise, mais c'est littéralement une ascension. Il retourne à Gotham, puis il sauve tout le monde. Donc, ça a été une trilogie dans l'aspect narratif extrêmement bien faite, écrite et évidemment bien réalisée par nul autre que Christopher Nolan. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce qui conclura ce deuxième épisode Sur ce, bonne soirée. J'espère que vous avez été autant instruits que divertis. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, merci encore une fois et passez une bonne soirée.